Et maintenant, Radio Nebia vous présente l'émission Livrons-nous. Une émission dans laquelle des jours de grands singes ont enfin découvert comment ouvrir un livre. Vous allez voir, ils sont contents. Bon, par contre, ils s'arrêtent plus de parler, mais ça va dans le bon sens, tout ça. Voilà. Le Coran, sourate 2, la vache, verset 269. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. Sourate 2, la même, verset 143, donc ce verset du milieu. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Et nous avions établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons. Je peux peut-être développer si tu Oui, bon, on va développer. Mais il y a quand même cette idée, j'aime bien cette idée de milieu, en plus. Ça rejoint un peu la sagesse de Nader. C'est ça. C'est souvent ce truc, souvent, la sagesse, on donne le milieu, le juste milieu, pour tu sais, pour avoir une oreille attentive, être dans l'observation. C'est ça. Mais là, il y a un autre sens, c'est ça qui est intéressant. Vas-y, raconte. Donc, ouais, par rapport à l'exégèse de ce verset-là, si tu veux, je te le lis brièvement. Avant l'islam, les gens étaient répartis en deux groupes. Les uns étaient des matérialistes, qui ne cherchaient qu'à satisfaire les besoins et les caprices du corps. Ce fut le cas des idolâtres des Juifs qui disaient « Nous voulons jouir de notre vie et nous ne craignons que le temps qui s'écoule et qui causera notre perte. » Donc ça, c'est le côté purement plaisir du corps. Et ensuite, les autres étaient dominés par une tendance purement spirituelle et se livraient entièrement à des pratiques de dévotion. Donc là, on est dans la bigoterie, si tu veux. Et c'était les chrétiens. Donc tu avais d'une part les chrétiens dans la bigoterie, de ce que je comprends, encore une fois, c'est une interprétation personnelle. Et d'autre part, il y avait les juifs qui étaient dans une pratique qui s'orientait vers les plaisirs du corps. Et du coup, Dieu nous connaît parfaitement, sachant que c'est Dieu qui nous a créés. Et en tant que tel, l'idée, c'est de se dire qu'en tant qu'homme, on peut pas juste être dans le spirituel, la pratique, et penser qu'à ça H24, parce que Dieu nous a créés de sorte à ce qu'on ait aussi ce besoin de, entre guillemets, repos, ce besoin matériel, du plaisir du corps. De confort, tu veux dire? Aussi, on peut, enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète, tu vois. Donc, c'est, pour moi, j'aime bien ce verset, c'est que ça permet de nous apprendre, Je vais trouver, la religion juive est souvent assez prude. J'aurais pas assigné ça au plaisir du corps, tu vois. Exact. Mais là, si tu veux, le commentaire qui est fait, je pense. Enfin, ils sont prudes comme tous les religieux, en fait. Voilà. Un peu plus. Tu vois, c'est. J'ai pas plus d'informations sur la nature du peuple qui était plus comme ça ou comme ça. Mais moi, ce que j'interprète dans le message, c'est comment nous on a été créés et comment, enfin, quelles sont nos ressources. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est marrant parce que justement là, quand on s'est croisés devant la mosquée. Ouais. Je sais plus, je t'avais dit ce truc on avait parlé je crois qu'on avait parlé du fait que si Allah avait voulu une seule religion, il en aurait fait qu'une. Voilà. Exactement. S'il en a fait plusieurs, et justement là ça rejoint ce truc de vous êtes au juste milieu, eux font comme ça, eux font comme ça, et Allah t'encourage à aller voir ce que font les autres, parce que si il a voulu que eux existent, c'est parce que de eux tu peux tirer un enseignement qui te permettra de mieux connaître ta propre religion, aller voir tes frères en humanité pour t'enrichir auprès d'eux, et ensuite retourner vers Allah et puis mieux comprendre du coup, parce que tu comprends mieux sa création en général, quoi. C'est ça. Enfin, pour rebondir un peu sur aussi le verset qu'a choisi mon ami Mounim, Dieu étant notre créateur, a conscience de nos limites. Exact. En tant qu'homme. L'homme par nature, par définition, c'est un être incomplet. Donc, il ne pourra pas assumer complètement donc sa fonction, ou on va dire il peut pas se tourner complètement toute sa vie vers Dieu. Sauf être un ermite. Un ermite, exactement. Voilà. C'est pas ce qui nous est demandé dans notre religion.
Il faut trouver le juste milieu. Alors je précise pour nos auditeurs, personne autour de la table n'est théologien. Oui, ouais, on aurait dû le dire en préambule. C'est très important ouais. C'est vrai parce que bon, en dessous de ermite, il doit y avoir théologien, c'est-à-dire que c'est quand même les gars qui bossent le sujet. Les savants. Les savants. Et encore mieux, je pense. Et c'est important que tu le dises, Julien. Pourquoi? Parce que en termes de religion et surtout dans notre religion, on n'a pas le droit de parler sans science. Lorsqu'on ne sait pas quelque chose, on demande dans un premier temps donc à ces personnes qui ont étudié la religion, et dans un second temps, quand on n'a pas la capacité, donc quand on n'a pas la science, on se tait. On se tait parce que c'est très important. Sans se rendre compte, on peut causer la perte, ou dire des bêtises, dire des erreurs. Voilà. Oui, c'est marrant parce que justement, c'est vrai que moi j'avais vu cet accès dans la religion musulmane, ce rapport au savoir que moi j'avais trouvé ça, j'ai lu 2 fois le Coran, j'en avais parlé avec Monim, mais vraiment, ça s'est fait entre guillemets presque par hasard. J'avais en but, tu sais, comme tous les gros cerveaux en mode oui, je vais lire tous les gros bouquins religieux, machin, comme si ça accordait une forme de légitimité à en parler, tu vois, alors que pas du tout. Enfin, je pense pas non plus. Ça fait pas de toi un théologien, quoi. Clairement. Moi, les 2 fois où j'ai lu, en fait, j'ai profité du Ramadan, tu vois. Et genre, comme je sais que pendant le Ramadan, on devait relire les textes sacrés. Parce que c'est un moment de recentrement, c'est un moment de bilan, c'est un moment où est-ce qu'on fait le point sur ce qu'on est, ce qu'on a fait pendant cette année. C'est pas une histoire de pas bouffer, quoi. C'est vrai, au-delà de ça, exact. C'est pas ça, c'est un moment où est-ce qu'on est particulièrement pieux. C'est ça, le Ramadan d'abord. Et puis, éventuellement, il y a aussi le jeûne qui entre en compte. Mais c'est d'abord un moment où on essaye de pas s'énerver, on est dans la bienveillance, on est dans le message divin, quoi, finalement. Et du coup, je vais profiter de ça, je vais, tu sais, jouer un peu des coudes, puis me foutre au milieu, fermer ma gueule, puis écouter, en fait, le Coran et le lire en même temps. Et alors, la première fois, j'avais trouvé un imam sur Internet qui faisait ça, machin, et j'avais fait ça avec lui, et dans un second temps, la deuxième fois, j'avais fait ça avec un intellectuel, disons. Je sais pas si on pourrait parler d'un théologien. Alors après, il est docteur en philosophie. Il a fait sa thèse sur Nietzsche et le Coran. Il voulait introduire différentes notions, notamment la notion de puissance nietzschéenne dans le Coran. Très intéressant, et notamment parce que Nietzsche est celui qui proclame Dieu est mort, tu vois. Et donc du coup, il a pris le truc de front. Ce monsieur s'appelle Tariq Ramadan. Entre-temps, il a eu beaucoup de problèmes ou calomnie ou judiciaire. Enfin, je sais pas trop. J'ai pas suivi en fait. Je dois avouer. Mais apparemment, il s'est fait machin. Mais en tout cas, intellectuellement parlant, je trouvais très intéressant. Entre-temps, j'avais lu un bouquin à lui, un bouquin qu'il avait écrit avec Edgar Morin. Ah, tu l'as lu? C'est quoi le... Je sais plus, c'est une pensée, je sais pas quoi, pensée, je sais plus quoi. Oh, je me rappelle plus, ça fait, tu fous, c'était en Angleterre, hein. J'étais en Angleterre. C'est pas le livre où il compare les deux, Non, en fait, il parle de leurs croyances respectives. C'est ça, ouais, il compare les deux, donc l'islam et, Ouais, alors j'aurais pas parlé de comparaison, c'est marrant que tu dises comparaison. J'aurais parlé vraiment c'est plus un échange, d'expérience, c'est ça? Ouais, un échange d'expérience, d'autant plus qu'Edgar Morin, lui aussi, a fait de la philosophie beaucoup. D'accord. Et il avait un truc sur la théorie de la complexité, bref. En tout cas, tout ça pour dire que du coup, le deuxième, je l'ai lu avec, avec l'accompagnement, pas personnel, hein, indirect, de Tariq Ramadan, qui du coup, lui faisait par thème. Tu vois, alors lui faisait par exemple, thème la justice. Tu vois. Et alors, il prenait pas genre pile le nombre de pages du 30e du Coran, mais il prenait tous les morceaux qui parlaient de la justice. La justice, exactement. Ouais. Et après, il faisait pareil sur l'amour. D'accord. Tu vois. Et du coup, comme ça, il mettait en contexte, etc. Et le premier, l'imam, la première fois que j'ai lu le Coran, lui aussi faisait un peu ça, tu vois. Il était capable de déborder et d'aller dire, voilà, vous voyez là, il y a ça, il y a ça. Et typiquement, j'avais vu ce rapport-là au savoir, parce qu'on avait un des jours, c'était que sur le savoir. Et je me rappelle qu'il expliquait un truc qui moi m'avait bouleversé, parce que c'était un moment où j'avais arrêté les études, j'avais pas encore repris les études de mathématiques, et où est-ce qu'il disait un truc du genre, enfin il disait même pas un truc du genre, il disait littéralement la création de Dieu, c'est le monde et le vivant qui l'habite,
aller au contact de ce monde pour l'étudier, pour le comprendre, c'est réussir à mieux comprendre Dieu, c'est se rapprocher de Dieu. Donc ceux qui, une fois morts, connaîtront mieux la création de Dieu, eh ben, ils auront une place très particulière auprès de Dieu, puisqu'ils seront plus proches de son discours. Ils auront mieux compris la parole divine, en l'ayant étudié toute leur vie. Donc c'est quand même un truc, un rapport au savoir qui, tu es le cul par terre, tu dis putain, j'apprends des trucs sur le monde et je me rapproche de Dieu. Vas-y, go, c'est ce que Dieu nous incite à faire. Exact. C'est méditer, hein, sur la nature, méditer sur l'être humain, sur les animaux, méditer sur la création. Et c'est un moyen, clairement, pour se rapprocher de Dieu. Ça, c'est comment est-ce que vous faites ça dans vos vies? C'est quelque chose que vous arrivez à faire? Vous arrivez à placer parce que c'est compliqué après dans une vie de tous les jours, t'as pas forcément le temps quand tu rentres du boulot de te lire des romans de science-éco, tu vois ce que je veux te dire? Ah, toi tu dis moi j'allais parler par rapport à la création. Ah oui. Parce que tu peux parler de tes expériences personnelles, même le voyage, de voyage ou de paysage où tu te dis, par exemple, tu vois, le matin, l'autre fois. Ouais. Tu vois, tu prends le lever du soleil. Tiens, et le Rousse, en plus, c'est le matin, c'est formidable. Ouais, c'est derrière les montagnes un peu. Ouais. Tu vois, le relief. Tu vois le contraste et les comment on appelle ça? Comment je pourrais dire? Les lueurs? Ouais, les différents, même les nuances de couleurs qu'il y a. Ouais. Rien que dans le jaune. Tu sais, normalement, quand tu t'en fous, tu fais pas attention, tu vas faire tout footing quoi, tu vas passer, tu vas avoir un lever de soleil, tu vois. Mais après, quand tu t'arrêtes, tu vois, je sais pas quand, je sais pas, c'est ça, ouais, c'est l'ordre du divin, tu vois, c'est-à-dire que moi, je suis devant, j'arrive à tu vois, voir plusieurs couleurs de jaune, après plusieurs couleurs de blanc, et tu vois, tu te dis, ah ouais, ok. Là, il y a un truc qui est plus grand que moi, là. Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est aussi essayer de se poser la question, c'est qui est derrière tout ça? Exact. Et arrêter de banaliser les choses. C'est-à-dire, surtout, la nature nous offre des paysages magnifiques. Ouais. Selon les pays, même selon des les sentiments magnifiques. Parce que au-delà de ce qui est beau quand tu regardes un lever de soleil ou un coucher de soleil, il y a ce que tu ressens qui est bouleversant. Et c'est ce sentiment aussi, est aussi beau que si à partir du moment où tu es attentif à cette nature à ce moment-là, je dis à cette nature ou quel que soit le phénomène qui te bouleverse, mais le sentiment qui t'anime à ce moment-là est aussi beau que l'événement. Enfin, moi, je m'arrêterais sur un terme que tu as utilisé là tout de suite, c'est être attentif. Se forcer à être attentif. C'est s'arrêter. Bon, mais toi, tu aimes pas les réseaux sociaux. Ouais. Non, mais c'est, enfin, à l'heure où il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup de bruit. Comment vous faites ça justement par rapport aux réseaux sociaux? Vous utilisez, vous faites des vidéos TikTok, Insta, machin, tout. Vous faites pas ça? Personnellement, pas du tout. J'essaie de me concentrer un peu sur mon écosystème. Oui, de tous les jours. Exact. J'ai peur de voir ma vie défiler en m'attardant sur la vie des autres. Je préfère me concentrer sur moi-même, essayer du moins, parce que c'est un effort de tous les jours. Et tu qualifierais ça, comment tu qualifies ça, d'un égoïsme ou d'un égocentrisme? Comment tu le placerais? C'est se recentrer sur soi-même, prendre soin de soi-même. Voilà. Quelle place ont les autres là-dedans? Je laisse évidemment beaucoup de place donc à mes proches. J'essaie de prendre soin d'eux. Est-ce que eux t'aident à te recentrer? Ils m'invitent à pas trop m'éparpiller. Voilà. Donc quelque part c'est voilà, c'est intéressant. Donc oui, donc finalement même pour être seul face à soi-même, les autres peuvent être utiles. Exactement. Et j'ai envie de dire c'est-à-dire que dans mon entourage, j'ai des amis C'est-à-dire qu'il faut pas s'isoler pour autant, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, voilà, justement. J'ai goûté à la solitude. Je dis souvent que tu as eu ta période ermite. J'ai eu ma période d'ermite. Enfin, comment te dire? C'est-à-dire que j'ai tenu compagnie à la solitude. À un moment donné, la solitude ne me tenait plus compagnie. C'est moi qui lui tenais compagnie. Donc, c'est là où il faut vite sortir et trouver justement ce juste équilibre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en début de conversation. Tout à fait. Voilà. Moi, j'ai une tech comme ça qui ressemble beaucoup à ça, où je parle d'un égoïsme réparateur.
mais qui permet ensuite, une fois que t'as fait le plein de puissance, tu vois, tu en as même trop, en fait, de pouvoir retourner vers les autres, puis comme ça, tu peux en donner. Et comme ça, tu sais, t'es jamais au sommet d'une montagne en pic, quoi. C'est toujours des monts autour pour t'aider à monter. Donc il faut pouvoir donner de la puissance aux gens autour pour que eux, à un moment, peut-être puissent te la rendre ou etc., et grandir eux aussi. Et ensemble, on peut grandir. Tu vois? Je suis d'accord avec toi. C'est ce juste équilibre dont tu parles. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, j'ai mon meilleur ami qui est Mounim, j'en ai un autre qui s'appelle Mehdi, et on se trouve. Ah, que des Arabes, quoi. Que des Arabes. Que veux-tu? Non, monsieur Lec, quand même pas. Tu sais que je te jure, j'ai un gamin en cours, je te jure, c'est vrai. Bilal, il s'appelle. Ouais. Un jour, il arrive avec un autre qui s'appelle Jamil, un truc comme ça. Ils arrivent les deux. Et je te jure, il y en a un, et je sais, si tu veux, là où je bosse, plus personne les veut. Et moi, quand plus personne veut les élèves, moi, je les veux. D'accord. Parce que j'aime bien les cancres. Enfin, on a été au lycée ensemble. Ouais. Vous savez comme on peut être cancres tous les trois de toute façon. Mais moi, c'est vraiment un truc que j'ai gardé profondément. Et du coup, les cancres, je les adore. Et donc, il vient, et tu as Bilal, Javil, et il y en a un qui fait, bon, on est tous là. Bilal, il fait, mais putain, il y a que des rouquins dans cette pièce. Il est en 6e. Sans déconner. Et alors lui, bien sûr, je comprends pourquoi les autres, ils le veulent pas, les autres profs. Parce qu'ils doivent les mettre mal à l'aise. Moi, j'ai éclaté de rire, je leur ai montré, tu sais, le truc de Jean-Marie Le Pen, quand tu fais, je vais t'avoir, Et du coup, ils étaient morts de rire. Ouais. Ils étaient morts de rire et ils s'attendaient pas à cette réaction. Du coup, après, on a vraiment pu faire des maths, tu vois. Mais c'est pour ça que je pense à lui. Voilà. Non, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, quelque part, on se lie d'amitié avec des personnes qui nous ressemblent. Bien sûr. Voilà. Et même d'amour. Ouais, d'amour. Ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte. Tu vois, d'ailleurs, ça me fait penser, justement, tout à l'heure, Mounim, tu parlais de matérialisme, comme les choses attachées au corps. Moi, je me revendique d'une tradition matérialiste, mais parce qu'entre-temps, il y a eu Marx, notamment, il y a eu Hegel, il y a eu Durkheim, il y a eu une tradition sociologique de sciences humaines, de manière générale, anthropologique et tout, ce qu'on appelait oh putain, c'était quoi Lévi-Strauss déjà? Ça? Structuraliste, merci moi. S'auto-remercier, je connaissais pas ça. Ouais, c'est faut de l'entraînement. Mais les structuralistes, puis les post-structuralistes avec Bourdieu, etc., qui ont remis au jour des idées plus anciennes, qui est des fois jusqu'à 150 ans. Et le matérialisme, ça veut dire d'abord s'intéresser, notamment quand il s'agit de la recherche du réel, d'abord s'intéresser aux choses matérielles. C'est-à-dire, quel est son niveau de vie? Quel est son niveau de culture? Quel est son niveau social? Quel est son niveau de capital? Typiquement, par exemple, Bourdieu il va parler de la bourgeoisie, il va la casser en 4 grands trucs. Les héritages culturels, social, etc. Ouais, ça, il va parler patronyme aussi, je crois. Il va parler du capital culturel. Donc ça va être la culture bourgeoise, être bon à l'école, tu vois, avoir machin. Le capital social, c'est-à-dire le carnet d'adresses. Le fait que papa travaille à Vinci et que quand je sortirai de l'école d'ingé, je pourrais sans faire problème, valoir, le carnet d'adresse. Il y a aussi le capital économique, bassement, c'est-à-dire le compte en banque, les avoirs, le stock, le capital, tout ça. Et à la fin des fins, le capital symbolique, qui est, on va dire un capital de prestance presque, un capital qui a un potentiel d'impression, c'est-à-dire de laisser une impression sur les autres. Ça peut passer par le patronyme, ça peut passer par les avoirs, c'est-à-dire avoir un grand manoir, mais ça peut être aussi, tu sais, je sais plus, c'est qui fait Le Roi est nu? Tu sais, je sais plus c'est quoi le bouquin. Mais alors, dans ce bouquin-là, il y a un moment, j'aime beaucoup cette idée, beaucoup cette petite histoire, parce que ça résume très bien le truc de la bourgeoisie et du capital symbolique. T'as un père bourgeois qui file une bourse pleine d'or à son fils, et il dit, va la dépenser. Alors lui, il réfléchit à quoi la dépenser, il trouve tout stupide, tu vois, donc il veut garder cet or-là. Il le garde, et au bout d'une semaine, le père vient et dit, t'as pas dépensé l'argent? Non, mais comme ça, j'en mets de côté, tu vois. Et il prend la bourse et il la jette par la fenêtre. Parce qu'en fait, la leçon que voulait donner le père au gamin, c'est que s'il allait en ville se montrer, dépenser
Ouais, ok. À ce moment-là, il aurait existé en excès vis-à-vis de simplement le fait d'avoir une bourse pleine d'or. On l'a vu. Là, il y a du capital symbolique. T'as un manoir. Voilà. T'as une bagnole qui vaut 150 000 balles ou 100 000 balles. C'est une Ferrari. Eh ben, ça sera, tu vois, je veux dire, c'est un Porsche Carrera ou c'est un machin, tu vois. Bon, il y a quelque chose, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que les Ajacciens comprennent très bien. Ouais, je me rappelle très bien d'un sketch de Sakipido. Clairement, quand ils font le, enfin, chacun, mais c'est ça, mais Ajaccio, c'est une ressource de capital symbolique. d'Ajaccio, ouais. Et ils ont pas d'argent, hein. Mais le pas d'argent qu'ils ont, je te jure qu'ils vont le dépenser à crédit pour avoir du capital symbolique. Pour être à tel endroit, à tel bar, à tel machin. En tout cas, voilà. Et pour revenir à ce que tu disais, effectivement, moi, je me suis rendu compte dans mes relations amoureuses, de pourquoi des fois ça marchait pas. Et je pense que beaucoup de ce qui marchait pas, c'était à cause de ça. C'était parce qu'en fait, on avait des capitaux différents. Tu vois, je disais tout à l'heure en Angleterre, j'étais en couple avec quelqu'un qui venait d'une famille bourgeoise, mais du coup déclassée. Et du coup, il y avait des capitaux qu'on avait en commun, notamment, par exemple, le capital économique. Le capital culturel, eux, c'était fini, ils faisaient plus comme les parents, tu vois, donc ils étaient devenus, s'ils m'entendent, les pauvres. Mais le père avait toujours le capital, social, c'est-à-dire le carnet d'adresses, ayant bossé dans des ambassades, travaillant à la Sorbonne, pouvait avoir des stages, des trucs comme ça, voilà, bon. Et la mère, elle était éditrice en freelance, tu vois. Et pareil, éditrice, donc, avec un certain capital culturel. Tu vois, donc, les parents avaient le capital culturel. Toute la famille bénéficiait du capital social. Et ils avaient un peu du capital symbolique parce que travailler en ambassade, travailler à la Sorbonne, hein. Puis à la Sorbonne, hein, pas à Paris-Sorbonne où est-ce qu'ils te rajoutent les trucs en banlieue et tout machin. Tu vois, à la Sorbonne, tu vois. Donc, il avait le capital symbolique encore, tu vois. Et cet écart a fait que sur le long terme, ça pouvait pas marcher. Je pense. Cette différence de détermination, tu vois. Donc, dans l'amour, et aussi, du coup, dans l'amitié. Clairement. Du coup, j'ai fait une grosse parenthèse à cause de Mehdi. Excuse-moi, Mehdi, si tu nous entends. Mehdi va nous entendre. Tu disais, pardon, du coup. Non, donc, je sais même plus où, pour le coup, c'est une belle digression. On disait quoi en préambule? Je sais même plus. Non, en fait, l'idée de se lier d'amitié. Voilà, non, même pas de s'auto-isoler. Ouais. Tu parlais de la solitude, etc. Ouais. Pour devenir meilleur, après être un élément meilleur dans la société. Ça, c'est ce que tu disais juste après. Mais après, je pense que tu voulais dire, par rapport à Mehdi et moi-même, le fait que par rapport à la religion, quand on se retrouve, parce qu'on vit pas dans la même ville, mais ou même quand on discute, quand on s'appelle, etc., on va avoir des sujets en commun, on va un peu rassembler vous êtes où, le besoin du où est-ce que moment. Moi, je suis à Paris. Toi, tu es à Paris? Là, actuellement, je suis rentré en Corse. Ouais. Pour quelque temps. Et puis après, tu es à Lyon, c'est ça? Non, je vais très certainement m'installer sur Paris. Aussi. Enfin, je me fixe aucune limite. Bon, Paris, c'est assez grand pour qu'on puisse habiter la même ville sans jamais se croiser. À trouver le temps de se croiser aussi, hein. C'est ça, faut bien s'organiser. Généralement le week-end, ce qu'on me disait hier, je crois d'ailleurs. Enfin, tu sais, quand fin de journée, tu travailles, t'es à l'est de Paris, l'autre il est à l'ouest, ou toi tu es au sud, nord, blablabla. En fait, moi, je me suis rendu compte que les Parisiens ont beaucoup ça, c'est-à-dire qu'ils ont un réseau d'amis qui est sur leur ligne. Ouais, voilà, c'est plus simple. Exact. Non, mais je te jure, c'est abusé. Ouais. Ils ont beaucoup ce truc, c'est sur leur, tu sais, dingue, hein. Paris, c'est bien desservi. Ouais, c'est super bien desservi. Mais après, c'est vrai qu'en fin de journée, t'as pas envie de trop te casser la tête. Tu te dis, bon, lui, tu sais où il habite à peu près, il y a cette ligne-là, bon, allez, vas-y, on est sur la même, et tu vois. Mais quand tu sais qu'il faut changer de ligne une fois, deux fois, trois fois. Enfin, acheter, c'est un bien grand mot. Fais gaffe où tu loues, du coup. Ouais, voilà. Donc oui, tu disais, quand vous vous appeliez, vous retrouverez quand même ces mêmes réalités. Oui, ouais, c'est ça, ces mêmes réalités, ou même des constats qu'on peut faire sur la société. Tu vois? C'est vrai. Enfin, après là. Tu peux, vas-y. Non. Parce que la dernière fois que je l'ai croisé, le seul moment où on a parlé de société, c'est il me dit, tu as voté? Je dis oui, j'ai voté pour le seul qui est pas islamophobe, Jean-Luc Mélenchon. Non. Et il m'a fait, je peux pas te laisser dire ça. Ouais, non, si. Mais c'est trop. En fait, j'attendais de monsieur Lé, car. Non.
en fait, moi, je te dis ça. J'ai pensé la même chose. Par rapport aux élections, etc., je me suis dit, ah, mais d'un côté, si Mélenchon il passe, ils vont pas nous casser la tête à la télé à chaque fois. Mais après, je me dis, mais c'est quoi le lien? Il y a pas de lien. Même s'ils passent, ils peuvent très bien à la télé nous casser la tête avec le voile, etc. Mais pas nécessairement. Mais si. Mais alors... Sur CNews, tu vas me dire que ils vont ça, parce que Mélenchon est président, ils vont, justement, ils vont accélérer le pas, tu vois ce que je veux dire? Il y a un monsieur qui s'appelle, Raphaël Correa, qui était ambassadeur, sa femme était ambassadrice en France, enfin ambassadrice en Équateur, dans l'ambassade de France. Il a toujours eu un lien très proche. Du coup, il venait régulièrement à la Sorbonne faire des conférences et j'aimais beaucoup je regardais ses conférences à l'époque. Et après, il est devenu président de l'Équateur. Et en Équateur, il avait fait une loi, qui, je pense, t'aurait pas beaucoup à monter la sègue à Jean-Luc Mélenchon pour qu'il la fasse. Même ça serait compliqué en France. Il avait fait une loi qui lui avait valu l'opprobre de tout l'Occident. Il avait fait une loi qui disait, dans mon pays, à partir de maintenant, le privé ne peut pas avoir plus de 30% des chaînes de télévision. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Et on avait dit, oh, c'est contre les libertés. Oui, mais pourquoi? Parce qu'avant, ils en avaient 90%. Et qu'ils faisaient tous de la grosse propagande pro-américaine. Et que du coup, lui, le système qu'il essayait de mettre en place, qui était un système de partage, de redistribution, de choses comme ça, parce qu'ils ont un carré de flotte en face, et du coup, il y a du pétrole, comme dans tous les carrés de flotte en face des pays côtiers, tu vois. Et du coup, il a juste voulu contrer ça, c'est-à-dire pouvoir bosser tranquillement. Moi, je serais pas tombé de ma chaise si Mélenchon avait fait un truc comme ça. S'il avait changé la présidence de Radio France, parce qu'il y a un truc qui revient au président normalement, ou des trucs comme ça, avec des gens qui, en fait, dès lors que tu as une institution, l'institution des institutions, pour Bourdieu, c'est le prêteur en légitimité en dernier ressort qu'est l'État, qui a une couleur, c'est une couleur qui va nécessairement se retrouver plus bas. Je pense pas que les Boliviens soient spécialement et un ADN de gauche. Par contre, ils ont des politiques de gauche, qui ont politisé les gens de gauche, un peu malgré eux. C'est-à-dire que l'impensé, entre guillemets, change de camp. Ça aurait été ça, je pense, un des avantages de Mélenchon. Moi, je pense que ça aurait été plus compliqué en France de mettre une loi pareille. Ça aurait été compliqué et long. Et long. Je veux pas dire que ça se fait, genre il est élu, puis ça y est, tout le monde devient... Et les discussions au bar, c'est « Oh, qui a vu son cul bourgeois ?» Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que ça aurait été possible? J'en doute. Mais après, quand je t'avais dit ça, c'était sous le feu du truc. Oui, c'est-à-dire bien que sûr, je repensais à l'électorat, en fait. Est-ce qu'il le pense vraiment quand il dit les musulmans, si ça, ou est-ce qu'il se dit bon, il y a une niche électorale, il faut aller la chercher. Alors tu sais, hier j'écoutais Ouria Boutelja. Vous connaissez Ouria Boutelja ou pas? Non. Ouria. Non, ça me dit rien. Une meuf qui était porte-parole des indigènes de la République, qui est un truc, je sais pas si vous connaissez, qui défonce, et qui est pour moi le seul endroit où est-ce que tu trouves vraiment des antiracistes en France. C'est pas SOS Racisme, hein, je te le dis. Et pour le coup, elle disait, ouais, mais Jean-Luc Mélenchon, quand il a dit Mohamed est un beau prénom, ça m'a touché. Non mais, tu vois ce que je veux te dire. Moi, ça me fait plaisir qu'il dise ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est anecdotique, hein. Ouais. Je veux dire, après, il y a des retranscriptions. Démagogie. Ouais, voilà. Je pense après, là, on est comment dans on l'interprète. Ouais, c'est des hypothèses. C'est même pas ça. En fait, il faut connaît pas l'intention des gens. L'intention. C'est ça. Attends. C'est vrai, je suis d'accord, mais regarde. Il était au Parti Socialiste, Mélenchon. Il s'est fait combien de temps là-bas? Il s'est fait, alors je sais plus, moins de 10 ans, mais je sais qu'il en est parti parce qu'en fait c'était des enculés, quoi. Non, je pense qu'il s'est fait plus de 10 ans. Non, il a fait plus, ouais, il a fait parce plus, que regarde, parce que même avec LFI l'a créé en 2016, je crois. Oui, puis, non, mais c'est même avant ça, le Front de gauche, il a créé en 2010-2012. Un truc comme ça, et ça partir de là. Il a dû se faire une vingtaine d'années, mais je me dis, est-ce que tu penses? Après, ouais, mais là, c'est une autre théorie. Non, mais vas-y, raconte. Est-ce que tu penses que quand il a mis le pied dans la politique, il pensait la même chose des musulmans que à l'heure actuelle? Non. Non. Parce que c'est un laïcard. Voilà. Mais en fait, Ouria Boutelja est capable de te dire il est islamophobe, hein. Elle est capable de te dire il est islamophobe, seulement le carcan antiraciste aujourd'hui, il a été drainé par les insoumis, et c'est eux qui sont le plus antiracistes. Ah non, mais c'est très bien. Après, pour moi, les insoumis représentent très bien l'opposition. D'ailleurs, ils me font rêver quand ils sont tout à gauche, tu sais, genre quand Ruffin prend la parole.
Quoi. Non, avec tu vois, le truc de football ouais, et tout. ouais, trop drôle. Mais moi, ce que je me dis, après, l'homme, il a aussi le droit de changer d'opinion, surtout par rapport à l'ère du temps, tu vois. Il y a 30-40 ans, enfin, allez, 30 ans, parce que je pense qu'il était au PS il y a 30 ans. Je pense qu'il n'y avait pas autant de débats sur l'islam ou quoi que ce soit qu'aujourd'hui. Donc, je pense pas que sa priorité, c'était ça. C'était plus le social. Après, une fois qu'il est parti, etc., forcément, tu te dis, c'est où que je vais trouver des électeurs et c'est où, ça va être quoi mon électorat. Ou sinon, tout simplement, tu mets du temps à comprendre que le paradigme change. C'est-à-dire qu'avant, c'était les Russes contre les Américains. Arrivent les années 90, une espèce de truc un peu flottant où les Américains savent plus sur qui tirer. Puis arrive Samuel Huntington avec le choc des civilisations, etc. Ça, c'est quelque chose qui met du temps à s'implanter. Tu vois, après, il arrive 2001. Il se passe 10 ans. À peu près à ce moment-là, lui, il y a une élection où est-ce qu'il se rend compte que le PS est plus à gauche et pas à gauche. Et là, ça lui saute à la gueule. Donc, littéralement, il quitte le PS. Et d'ailleurs, un super reportage qui le suivait pendant ça. Et où est-ce que le gars qui fait le reportage explique, je pensais jamais qu'il allait quitter le PS s'il perdait. Parce qu'en fait, il se rend compte que c'est pas Manuel Valls, mais je sais ou François Hollande, je sais plus quel connard. Ouais, il s'entendait plus avec Hollande, je crois. Ouais, voilà, il y a je sais plus quel connard qui gagne, mais qui est pas de gauche, alors qu'il est au PS. Et du coup, il fait le front de gauche avec le Parti communiste, etc., etc. Bon. Et typiquement, ses opinions antiracistes, il les a pas parce que, d'ailleurs, je pense, bien sûr que lui a compris un certain nombre de choses. Mais je pense que c'est surtout qu'il allait voir des antiracistes qui lui ont dit, maintenant, écoute, mon vieux. Pareil, il y a eu pareil avec la commu LGBT, etc., hein. Sans les gens dit, écoute, dans tous les cas, tu comprends rien. Tu es trop vieux maintenant, lâche à gore. C'est un truc de jeune. Nous, on a grandi là-dedans, on a eu ces réflexions-là. Donc en fait, nous, on va t'expliquer ce qui se passe, et toi, tu le prends. Et si tu le prends pas, nous, on n'y est pas. Et basta. Et c'est comme ça que ça... Et lui, il a fait, putain, mais c'est vrai que je suis vieux. Et le gars, il se regarde et il fait, putain, mais c'est vrai que la gauche en France, elle est morte à partir du moment où est-ce que tu as des gens comme Gérard Larcher, tu as des gens comme, en fait, quand le Parti communiste et la gauche a arrêté d'être progressiste. Donc il a eu cette intelligence de revenir au progressisme, et c'est comme ça qu'il rallie normalement les jeunes, sauf les communistes de droite, quoi. Comme un vieux, Mélenchon. Mais c'est pas un vieux con. Mélenchon. Non, c'est pas mieux pour un peu quand même. Alors, il a le côté borné. Oui, il a le côté borné. Pardon. Ouais, enfin, il a ses principes, il a ses valeurs. Je vois ce que tu veux dire. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a évolué. Je vois ce que tu veux dire. Avec le temps. C'est-à-dire que, il le dit, par le passé, j'étais peut-être un peu trop radical, zélé, mais il a réussi à changer d'avis et à prendre du recul. C'est là où est-ce qu'Ouria Boutelja, elle s'y trompe pas. Elle dit, Mélenchon, c'est un laïcard, il est islamophobe. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, c'est lui qui, entre guillemets, l'est le moins, ne serait-ce que parce que lui, il est né au Maroc, parce que tu vois, je veux te dire, il a, comme on disait juste avant, des déterminismes qui le poussent à avoir une tendresse pour sa France natale, la chrétienté, les juifs, les machins, les trucs, parce que sa période franc-maçon d'après moi, etc., et que c'est des communautés que tu croises en France, à la Loge de France souvent, et en même temps ce truc de l'origine, etc., etc. Bon, après je dis ça, je connais pas le détail, hein. Autant c'est du film, c'est du film que je me fais, mais en tout cas, si tu veux, moi le seul truc qui m'intéresse par rapport à Mélenchon, c'est même pas tant, comment te dire. Moi, je m'en bats les couilles, entre guillemets, qu'il soit honnête, qu'il soit sincère. En fait, moi, je me le dis comme ça. Je me dis, est-ce qu'il est assez arrogant ou assez fou, assez zélé, comme tu disais, assez imbu de lui-même ou quoi, pour annoncer à l'avance ce qu'il va faire? C'est-à-dire mettre dans le programme ce qu'il va vraiment faire. Je te dis pas un truc à la Anne Hidalgo ou à la Macron ou à la Le Pen ou à la Zemmour, où est-ce qu'ils te disent ça et puis ils vont te faire même pas ça, ils vont te faire l'autre doigt. Tu vois ce que je veux te dire? Et puis bien, hein. Donc est-ce qu'il est assez fou pour dire à l'avance et je pense que oui. Je pense qu'il est assez arrogant. Tu vois, pour dire voilà, moi je pense que je vais faire ça et qu'est-ce que tu vas faire aux bourgeois? Je te prends tout au-dessus de 12 millions. Et là je me dis ok, ce trait de caractère-là, je lui applique. Donc, je pense que ça, plus la lecture de ce qu'il annonce qu'il va faire, ça m'intéresse. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme ça que je le raisonne. Mais bon, après, là aussi, pareil, autant c'est une erreur, disons, de méthode. En politique, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes méthodes. Moi, ce que tu dis là, le côté un peu fou, etc. Tu sais, quand il dit au-dessus de 12 millions, je prends tout, etc. Moi, je pense...
Mais c'est après le premier, c'est le discours qu'il fait après le premier tour qui m'a fait complètement changer. Mais j'ai vrillé. Je pouvais plus me le voir. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Moi, le côté, tu sais, dans le programme, idée un peu folle, un peu radicale, pour moi, c'est sa caution pour rester candidat à vie. Ça c'est intéressant. Ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le type, il veut rester dans l'opposition, avoir son capital politique, avoir son groupe. Ça, tu peux pas dire ça. Avoir son groupe. Attends, je vais te donner, laisse-moi finir, tu vas voir. Avoir son groupe, parce que c'est quoi? Il faut avoir 12 députés, je crois, 15 à l'Assemblée nationale. Avoir sa structure, tu vois. Sans pour autant être, parce que tu es plus confortable dans l'opposition, comme Marine Le Pen, hein. Pourquoi? Les gens, ils se disent, elle a été nulle. Ouais, non, mais elle là, a pas été nulle. Elle a pas été nulle, elle a fait exprès. On n'a pas été dans le cadre de Jean-Marie Le Pen. Il voulait pas le pouvoir. Marine Le Pen, tu vois pourquoi je dis ça? Pouvoir, je pense. Pourquoi le type veut rester candidat et il veut que son capital politique? Quand tu fais 22%, t'arrives en 3e position. 2e position, t'as Marine Le Pen. Tu as toque de suspense. Non, parce que les gens, ça monte petit à petit. Non, mais les gens, ils vont me prendre pour un fou. Moi, je suis de gauche, hein, mais à un moment donné, il faut pas être rêveur. T'as 22%, elle a 28. Tu te débrouilles. Coalition. Tu mets sur la table ce sur quoi t'es d'accord. Si t'as vraiment envie de sauver le pays, parce que soi-disant Macron pendant 5 ans, il a détruit la France. Mais attends. Et s'il y avait un petit truc sur Twitter, LFI, Macron démission après le second tour, ne pas voter Marine Le Pen. Et non, après le premier tour, ne pas voter Marine Le Pen, et après le second tour, Macron démission. Mais c'est pas logique. Et je te renvoie à ce que je te disais. Ouais, mais sur la note compliqué parce que Marine Le Pen, c'est une enculée, bien sûr. Enfin, je sais pas si je peux dire ça à la radio. Ce que je veux te dire, moi, disons, pardon, je reformule. Marine Le Pen, si tu veux, c'est quelqu'un, enfin, les idées que représente Marine Le Pen, ils peuvent pas se mettre derrière. Non, mais attends. Tu peux être, mais quand tu peux être contre Macron. Est-ce que Mélenchon, tu le trouves intelligent et habile? J'en sais rien, pour moi, c'est hors sujet. Non, mais juste, pour moi, c'est hors sujet. Non, mais vas-y. Son programme économique, c'est 40 économistes qui le font. Son truc sur ces trucs progressistes, il va avoir des collectifs. Donc en fait, pour moi, c'est pas un sujet. Est-ce que c'est un vieux briscard de la politique? Quand je dis dans le sens briscard, c'est un mec expérimenté. Oui, mais il avec est pas une bonne seul. expérience et intelligent. Oui, mais il est pas seul. Voilà. Donc, c'est normal, Juju. Mais ce que je veux te dire. Oui, mais du coup, c'est son entourage qui machin. Ce que je veux te dire, c'est que si Macron demain, ne prend pas toutes les décisions tout seul. Oui, mais son entourage, c'est que des enculés. C'est que ou des jeunes qui ont beaucoup d'ambition, tu vois, genre porte-parole du gouvernement, machin et tout. Sinon, c'est des Darmanin, c'est des Dupond-Moretti, c'est des gens qui sont toujours plus ou moins restés du côté de la puissance. Ça, c'est son entourage à Macron. Et Marine Le Pen, son entourage, c'est ça aussi. Et Anne Hidalgo, son entourage, c'est ça aussi. Mais qu'est-ce qu'on reproche vraiment donc là à Mélenchon? Ce que je reproche, c'est que je trouve c'est de pas être il y a le côté démagogie, etc. Mais là où je suis objectif, je reconnais en lui un talent de la politique. Je pense qu'il est habile. Je pense qu'il est intelligent. Et en fait, si tu fais une coalition, pourquoi je dis habile? Si tu fais une coalition avec Le Pen, en fait, il sera assez intelligent pour la mettre à l'envers et pour la reléguer au second plan. Je sais pas. Pas un tour de passe-passe. Je suis persuadé qu'il aurait pu réussir à faire ça. Imagine, alors. Et deuxièmement, que tu fais, là. Non, mais fou. En fait, moi, je pense que quelle image tu donnes? C'est l'image aussi. Voilà. Quelle image tu donnes? Mais, vous radez l'image, mais regardons la cohérence, s'il vous plaît. Mais justement, tiens, tu dis cohérence, moi, s'il va avec Marine Le Pen, D'accord. Donc, attends, mais elle est où la cohérence pendant 5 ans? Tu défonces Macron, et après le premier tour, tu dis il faut voter pour Macron. Mais parce que l'alternative semble plus éloignée encore idéologiquement, parce que Marine Le Pen, c'est quoi? Mais tu peux t'y rapprocher, c'est sûr. Non, en fait, moi, je crois pas en ce qu'on me propose. Je suis désolé. Ouais, campagne électorale. Ouais, il faut choper le second tour. Ah, on l'a pas. Ouais, le 3e tour avec les législatives. Non, mais jusqu'à quand? Pendant 5 ans, ça va être ça. Mais moi, au second tour, j'ai pas voté. Les filles, c'est les meilleurs. On va mettre le bit. Ah, faut arrêter. Second tour, j'ai pas voté. Aux législatives, je voterai s'il y a un candidat insoumis dans le coin. Tu vois? Mais au second tour, j'ai pas voté. Mais tout aussi politiquement qu'au premier tour, j'ai voté. Mais, tu vois. Maintenant, juste pour te dire, la différence fondamentale qu'il y a entre Macron et Le Pen, ça sera pas vis-à-vis des lois.
des lois liberticides et des lois racistes, Macron en fait. On a fait pendant 5 ans. Donc ça va être quoi la différence avec Marine Le Pen? Moi, c'est ce que j'appelle l'effet Trump. Tu sais? C'est le fait, quand Trump y passe, il essaye de faire passer des décrets où il interdit des pays de rentrer, des habitants. Par principe, dès qu'ils viennent de certains pays, il les interdit directement de rentrer sur le sol américain. Il essaie ça dure 2 semaines. Parce que il a pas le Sénat avec lui. Et en fait, c'est surtout un truc tout con. Il ne peut pas aller contre sa constitution. Et, comment te dire ça? Il pourra pas être plus raciste que Macron, entre guillemets. Et tout comme Marine Le Pen, elle pourra pas être plus raciste que Macron. Parce que c'est bon, il a fait tout ce qu'il a pu, en termes de saloperie. D'accord? Les lois séparatisme, etc., etc. Ouais, d'accord? Tu vois comment, tu as vu ce qui s'est passé même avec tout ce qui se passe vis-à-vis de la Méditerranée et tout. Il n'a que fait des trucs de racistes. Donc à partir de là, c'est quoi la valeur ajoutée de Marine Le Pen? C'est comme Trump. Ça va être les collectifs et les groupes de fous un peu néo-nazis, un peu débiles, tu sais, qui comprennent rien à rien, qui sont racistes, et qui, eux, vont se sentir beaucoup plus légitimes à faire une descente, faire une ratonnade. À aller, ou comme ils ont fait en Amérique, le dernier, il a pris un 4x4, il est descendu dans un truc, c'était un petit carnaval, machin, il a tué 6 enfants. 6 enfants et 2 parents. 6 enfants qui étaient déguisés en Pikachu, en je sais pas quoi. Il est passé en se disant, bouh, c'est un truc LGBT. Il est allé, tout ça c'est de l'islamo-gauchisme, il a tué 6 gamins. Voilà. Et ça, c'est pas Trump qui l'a fait. Julien. C'est les collectifs qui se sentent à l'aise. Si Marine Le Pen, les collectifs se sentent à l'aise, les flics se sentent à l'aise, mais en vrai, ils se sentaient déjà à l'aise avec Macron. Ils tiraient déjà au flashball à tir tendu dans la tête. Mais ça, je suis complètement d'accord. C'est avec ce que tu disais depuis tout à l'heure. Entre Macron et Le Pen, il n'y a pas de différence. Mais moi, Mélenchon, on va pas l'oublier. Ouais. Non, du tout. Non, mais c'est pour dire que je veux te dire, regarde. Marine Le Pen est pire que Macron parce que c'est les lois plus la société civile qui se met à aller taper des musulmans. Ok, maintenant on va prendre du recul sur on va mettre de côté les idées, le fait qu'ils s'entendent pas, etc., etc. Tu veux dire d'un point de vue tactique? Ouais, allez, si tu veux, tactique. Je sais pas. Non, ouais, tactiquement, ouais, enlevons droite, gauche, ce que tu veux. Prenons juste le match en lui-même. Quand t'as fait 22%, t'as quelque chose à revendre. C'est pas possible. Enfin, tu te dis, j'ai 22%. Tu peux pas, pour moi, tu peux pas dire, ne pas voter Le Pen. Et après, tu rentres chez toi. Bon, les gars, ouais, vous votez pas en législatif. Non. Si t'as vraiment envie de faire quelque chose pour le pays, tu te dis, c'est 22%, il faut que je les utilise. On est d'accord ou pas? Après, on est d'accord ou pas? Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais... Bon, moi, je pars du principe... Ça dépend ce que t'appelles utiliser, parce que... justement. Pourquoi les mets dans l'abstention, pour moi, tu les as utilisés, hein. Voilà, c'est intéressant. Tout à l'heure, tu m'as dit c'est pas cohérent par rapport aux idées. Alors, comment t'expliques que dans l'électorat de Mélenchon, donc dans les 22%... Non, mais t'as dit, on sort des idées. Reste en tactique. Ouais, mais en tactique. Ouais, non, en tactique, c'est ça que je voulais te dire. C'est, t'as 22%, l'autre à la 28%, et tous ceux qui sont derrière, c'est des anti-Macron. D'accord. Ouais, je te suis. Donc, au second tour, si tu t'associes avec Le Pen, t'es sûr d'accéder au pouvoir. Il y a pas d'autre feinte. T'es sûr. Mais d'accord, mais qu'est-ce que tu veux? Une fois que t'accèdes au pouvoir, là, tu utilises la Constitution ou ce que tu veux, tu refais une 6ème République, et c'est pour ça que c'est là où je te dis où il met en place son programme. Ouais, mais alors déjà, c'est Marine Le Pen qui est président, s'il s'allie avec Marine Le Pen, et deuxièmement, tu perds tous les antiracistes. Je te le dis. Voilà. Moi, attends. Mais je te le dis, tu perds tous les antiracistes. C'est combien des antiracistes? Moi, je sais pas, je suis pas démographe. Non, tu le sais, toi, tu es démographe. Non, c'est pas dans ce sens-là. Moi, je te parle dans l'électorat de Mélenchon. T'as un tiers qui se sont abstenus, un tiers qui allait voter blanc, je crois, et un tiers qui allait voter Macron. Donc, grosso modo, dans l'électorat de Mélenchon, t'as 2 tiers des gars, logiquement, qui n'allaient pas voir d'incohérence à l'idée de s'associer avec Le Pen. Ça, c'est partir du principe que ne pas voter, c'est, ils auraient pu faire autre chose. Moi, j'ai pas voté volontairement. Donc, c'est-à-dire que s'il avait... Conviction, ça. En fait, moi, si tu veux, ce qu'il dit Mélenchon, je m'en tape, en vrai. Je cache pas. Je pense que c'est la majorité des gens qui ont voté pour lui. Mis à part les 4 fanas énervés de Twitter qui vont aller, tu sais, je sais pas, les 5000 enculés qui vont faire, enfin, je dis enculés, mais pas comme on aime, disons. Les 5000 salopards qui vont faire du harcèlement sur Internet, dans les vidéos Twitter, etc. Tu enlèves cela. Les autres, c'est pas des fous. Ils votent pour Mélenchon, j'ai l'impression, après c'est peut-être une naïveté de ma part, j'ai l'impression par
intelligence politique, parce qu'ils sont de gauche, qu'ils se rendent compte que, que lui, il coche quasiment toutes les cases, et que c'est lui qui est susceptible de machin. Et ceux qui sont pas allés voter Mélenchon, c'est des trucs un peu partisans ou un peu bébêtes, ou tu sais, comme disait Trotsky, qui disait narcissisme de la petite. Oui, mais moi j'aime pas parce qu'il aime pas le saucisson, ou je sais pas quelle autre connerie dans le style. En vrai, si tu as un brin de cerveau, tu vas aller voter pour celui qui a un programme écologique en béton, pour celui qui a un programme antiraciste en béton, un programme social, un programme pour les jeunes, progressiste. Si tu es de gauche, par définition, tu es progressiste. C'est la définition de la gauche. La gauche, c'est ceux qui ont le coup d'avance. C'est ceux que dans 100 ans, on dit putain, mais comment on a pu faire comme ça il y a 100 ans? Tu vois? C'est ça la gauche. Tu vois ce que je veux te dire? Mais du coup, attends. Un truc intéressant. Non, mais un truc intéressant parce que tout à l'heure, t'as dit, il y a pas de différence entre Macron et Le Pen. En termes législatifs, je pense qu'il y aurait pas beaucoup de différence. Ok. Donc, parce que économiquement ça sera bourgeois et en sécurité ça sera allez-y les flics, faites comme vous voulez, comme il a fait là. Donc, tu sais que là il a été élu, juste par parenthèse, je sais pas si vous avez vu, il y a le ministère de l'Intérieur qui a commandé 17 blindés, pardon. J'ai pas vu. Un truc comme ça. Non, 12 ou 17 blindés. Non, mais ça c'était avant l'élection, je crois. Non, c'était 2 jours après. Un truc comme ça. Devant l'Élysée. Ça annonce, hein. Vous allez voir les retraites, hein. Vous allez courir, je vous le dis. Mais même le maire, il disait 49.3, pas d'impossibilité. Le lendemain. C'est ça. Le gars, il a fait semblant d'être de gauche 6 heures. Et après, ils vont te dire, oui, mais attends, le dernier qui a utilisé le 49.3, c'est quelqu'un de gauche. Ouais. C'est Manuel Valls. Je vais te dire, pour te dire comme c'est des enculeurs de mouches. Ouais. Enfin, j'ai envie à chaque fois, moi, je dis, mais laisse-la tranquille, cette mouche, frère, au bout d'un moment, basta. Mais, tu vois, la pauvre. Sur le fait, je reviens au fait que, vas-y, puis après, je vais entendre Nader aussi. Ouais, pardon. Après, non, ouais. Je vous laisse volontairement travailler, vas-y. Ouais, non, c'est pas que c'est travailler, tu dis que c'est la même chose. Donc tu laisses quelqu'un qui passe sans pour autant que Mélenchon soit derrière, alors que tu aurais très bien pu faire en sorte que l'autre qui a les mêmes idées, puisse s'associer avec ton candidat et voir ton candidat peut-être au pouvoir. C'est ça que je comprends pas. Là, tu as dit les mêmes idées. Qui a les mêmes idées et qui précise tu m'as dit Macron, Le Pen, c'est la même chose. Oui, alors, je reprécise. Si Macron et Le Pen, c'est la même chose, pourquoi tu ne pas que Le Pen passe avec Mélenchon? Au moins, tu vois ton candidat accéder au pouvoir. Attends, redis. Pourquoi est-ce qu'en gros, il valait mieux pas que Mélenchon se mette avec Marine Le Pen? Non. Macron, Le Pen, c'est la même chose. En termes de capacité législative, oui. T'entends quoi par capacité législative? Moi, je parle dans les lois, Oui, dans les lois. Mais le truc, c'est que, comme je t'ai dit juste avant, il n'y a pas que les lois. Il y a comment va réagir la société civile. Ok. Et ça, c'est important. Parce que ça, pour le coup, matériellement, ça va avoir un impact. D'accord. Si tu vois, mais t'as quand même 2/3 des mecs dans Lyon, des gens qui vont descendre à 20 dans des quartiers pour aller taper et des antifas et le premier arabe qui voit parce qu'ils se sentent à l'aise et ils vont dire dans cette rue il y a une mosquée, bande de colonisateurs, je sais pas quoi. Mais c'est clair. Mais ça va avoir un impact, quoi. Ouais, ok, dans ce sens-là. Ouais, ok, alors ouais. Non, mais moi, il a réussi à le faire changer d'avis. Non, c'est pas ça. C'est moi, je peux pas. Enfin non, c'est pas que je peux pas. C'est que j'arrive pas à comprendre que pendant 5 ans tu défonces Macron et qu'ensuite tu fais 22% et que il y a un truc à faire. En Italie, quand il y avait Salvini qui passe, c'est quoi coalition avec la gauche, le mouvement, je sais pas quoi, 5 étoiles. Mouvement 5 étoiles, mais tu as vu ce qui s'est passé. En Israël, c'est pareil. Non, mais c'est qui a gagné dans le mouvement 5 étoiles? C'est la gauche ou c'est l'extrême droite? Voilà. En fait, c'est l'extrême droite. D'accord. Et pourquoi? Moi, j'ai pas d'intérêt à ce que l'extrême droite elle gagne. Mais en France, on peut très bien faire en sorte que c'est l'extrême gauche, la gauche qui gagne. L'extrême gauche, la plupart du temps, ça t'oblige à aller réfléchir. Tu sais, moi, je te jure. Alors que l'extrême droite, ça tape. Oui, mais après, moi, à un moment donné, je suis pragmatique. Il y en a un qu'il faut virer, tu le vires. C'est Macron. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Oui, il y en a un qu'il faut pas qu'il passe, c'est Le Pen. Mais ça, c'est ce qu'on veut te faire croire, oui, ça mais aussi. Non. Pour toi, tu penses que Le Pen qui passe, ça se passe bien? Moi, je pense que c'est pas pire que Macron, franchement. Moi, je pense qu'il y a cette composante, moi, je suis musulman. Oui, non, mais je sais. Tu vois. Mais je veux dire. Enfin, non, c'est sûr. Non, mais. Moi, j'essaie de pas croire. Faut pas oublier cette composante. Déjà les collectifs qui vont empêcher les gens aux Alpes, etc., etc. Tu vois, cette puissance qu'ils ont eux, comme ils se sentiraient à l'aise si c'était Marine Le Pen qui passait. Des massacres plutôt.
quand Trump il est passé, frère, c'est ce genre de truc Donc, qu'il faut attendre. Je suis C'est d'accord. les Charlottesville. Ok. Avec derrière un Marine Le Pen qui va faire comme une Trump et qui va dire, il y avait des méchants des deux côtés. Non, ok. Donc, Très grosse. c'est Trop trop. top. Ouais. Je pense que c'est assez réducteur de 1 et de 2. Du coup, on se dit, on veut pas voir ça. Ok, ben on laisse Macron et on va voir ce qu'il va faire pendant 5 ans. Ah non. Ah oui, mais Malheureux. alors, c'est ça le truc. Là, Et là, tu touches le nerf de la guerre. Mais du coup, vas-y, je veux la fermer un peu. Nader, Ouais, enfin, c'est ce que j'allais dire. Ouais. non, mais mon- enfin, moi, mais je Nader, vous non, laisse- mais donne ton avis, frère. Enfin, moi, Après, je après, laisse après, on volontairement reviendra de- là-dessus. Enfin, moi, sincèrement, je vous laisse. Non, volontairement. mais vas-y. J'ai politique. Ça fait bien longtemps que j'ai Mais pourquoi laissé tomber. Voilà, Pourquoi voilà. Parce que j'ai du mal à croire en ces discours enjolivés, travaillés, tu as bien raison. policés, etc. Donc c'est bien compliqué de s'y intéresser et j'ai l'impression de ne pas être le seul quand on voit le taux d'abstention. Tu as Apparemment, les gens c'est dégoûtés. Là, ouais, c'est un c'était taux, record. un taux record comme tu dis. Là, ça faisait 50 ans. C'était pas arrivé. Ouais, Mais d'accord. du coup, dans les Donc, discours, pourquoi Parce que, à un moment donné, on entend tout le temps les mêmes choses. Nos politiques essaient de nous convaincre pendant une certaine période. Et une fois la période passée, ils en font... C'est le 49-3. ouais, c'est grave. Non, mais c'est Donc, grave. à un moment donné, Non, mais c'est très grave. Voilà. tu arrêtes d'y croire. Franchement. Tu arrêtes d'y croire. C'est fou de dire ça, hein. C'est quelque part, et c'est Presque nihiliste. Non, mais tu sais, Peut-être, mais- tu vois, tout à l'heure, je parlais de Samuel Huntington. Ouais. Tu sais, lui, il produisait des rapports, même pendant la guerre froide, pour ce qu'on appelle la commission trilatérale. Commission trilatérale, c'est une commission qui réunissait les grosses puissances, l'Amérique, la France, l'Allemagne, bon, hein, et il y avait aussi le Japon, bon, bref. Et en gros, en 1976, c'est Samuel Huntington qui fait un rapport sur la démocratie et l'état de la démocratie. Il y a la guerre du Vietnam, il y a tout un tas de revendications qui se font en Occident, y compris en Amérique. Et il va dresser un espèce de bilan à base de on commence à avoir un problème, va falloir se méfier parce que les gens commencent à croire à la démocratie. Et du coup, il commence à revendiquer des choses. Et il va même aller jusqu'à préconiser le fait que les pouvoirs politiques doivent créer de l'apathie politique chez les gens. Mhm. Et ben, on a réussi. C'est Non, ça. mais c'est ça. Enfin, Je veux après, pour rebondir, tu me poses la question où tu en es niveau politique. J'ai répondu donc à ta question de manière très sincère. Ça fait longtemps que je m'y intéresse plus. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écosystème dans lequel je vis. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la jeunesse, par exemple. Pour avoir été enseignant au lycée de Balagne, Tu as fait enseignant là-bas. j'ai été Tu faisais enseignant prof de quoi? management, marketing, sciences de gestion, Ah, du coup, PFEG, ouais. SES. Super, c'est plus Macron que Marine Le Pen, ça. C'est sûr, mais voilà, après, Mais c'est- non, mais Comment te je suis pas dire d'accord. Deux contre un. enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est les... Là, c'est même pire, ça fait Macron, abstention, Le Pen. Non. Tu vois. Je te magagne. Non. Je te magagne, Winnie. Je te Ouais, magagne. non, mais... tu vois, il faut revenir à l'essentiel, Julien. Non, mais moi, je pense que Je t'as suis raison. entièrement d'accord Il avec faut ça. revenir à mais- l'essentiel parce qu'on est en train de s'éparpiller et au final, notre pays, qui est la France, est en train de perdre de sa Merci de superbe. préciser, hein. Oui. Qui la Corse, Nader, voyons. Oh là là. C'est ça que tu voulais dire? Ou tu voulais dire autre Non, chose? pas du tout. Ah merde. Toi, c'était un commentaire raciste, en mode, bon, notre pays. Ah ouais, ok, pardon. Non, mais parce que c'est Pascal Pro en face, lui, il attend la suite. Notre pays, lequel? Faut dire l'Algérie, monsieur. Tiens, Non, je suis... Mais tu sais, pour me... je vais te faire rire peut-être jusqu'au bout. Pour me présenter, généralement, j'ai une phrase qui est très simple. Je suis français de nationalité, égyptien d'origine, Ouais. turc de nom et corse d'adoption. Ou t'es pas chiant, quoi. Un vrai bâtard. Un vrai bâtard. Moi aussi, je dis ça comme ça Jusqu'au souvent. bout. Je dis, moi, je suis un bâtard. C'est quoi, Corse? Je dis, ben oui, Corse, ils sont tous venus. Je sais, c'est tous laissé un morceau, hein. Non, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, il faut revenir, pour moi, voilà, c'est ma vision des choses, c'est ma vision du monde, revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est se concentrer sur l'environnement dans lequel on vit, et pas trop
attendre de nos politiques. Ce serait presque une prérogative anarchiste, quoi. C'est-à-dire rajouter du local, tu vois, être sur un truc plus. Enfin, qu'est-ce que moi j'apporte Girondin. Tu veux À dire. mon échelle. Alors j'irais pas Girondin, parce que Girondin quand même, il y avait une question royaliste. Non, mais dans le sens délocalisation, oui, autonomie, dire etc. comme quoi. opposition au jacobinisme. Ouais, c'est ça. Oui, bon, moi, presque une tech presque marxiste, en fait, là-dessus. C'est-à-dire qu'en début de sa vie, il était plutôt sur une tech, pas de nationalisme, etc. Puis après, en avançant, il y a l'indépendance des nations pour pouvoir retourner au contact des autres nations, etc., etc. Presque une tech, ouais, plutôt anarchiste, même. C'est-à-dire, localisons. Quand c'est dans ton quartier, tu sais mieux que le connard qui est dans un salon Qui est parisien. à Paris, bien sûr. Ouais, non, mais complètement. Mais après, je pense. Ouais, enfin. C'est ce Mais qu'on disait aussi la dernière fois, Mounir. Pardonne-moi de te couper. Vas-y. C'est quand on disait que les décisions partent de Paris et Ouais, un mec de Paris qui a jamais mis les s'établissent pieds. dans mais les c'est clair. provinces. Parfois, c'est Mais incohérent. mais c'est la même chose. C'est pas adaptable. C'est la même Mais chose après, qu'avec ça dépend comment tu fais ton affaire, parce que par exemple, Macron a voulu décentraliser certaines choses. Sarko a voulu décentraliser, par exemple la réforme des autonomies d'université, tu vois. En disant comme ça, vous faites plus ce que vous voulez. Mais derrière, c'est pas des fous. C'est-à-dire que derrière, ils vont te dire, on vous laisse la main, par contre, vous trouvez les financements. Et et en gros, pour faire de la compétition entre départements, pour ouvrir les trucs au marché, etc., etc. Donc c'est pas, si tu veux, tu peux accorder de l'autonomie de différentes manières. Ouais, mais c'est pas sain, là. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas sain. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas, il y a qu'à voir les résultats. Vers un monde meilleur, ou une France meilleure. Oui, c'est pas possible. Non, mais je suis entièrement, alors là, franchement, Nader, je ne peux que dire oui. Carrément. C'est-à-dire que, et ne serait-ce que, on pourrait dire oui, peut-être sur le papier, ça pourrait. Mais quand tu regardes les effets de ça, les effets, c'est que les facs, elles recourent beaucoup plus au privé quand il s'agit de financer des thèses, elles ferment des filières, machin, etc. Les départements, tu vois, je veux te dire. Donc effectivement, ça va dans le mauvais sens. Ça, c'est clair et net. Maintenant, je voudrais revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait et pendant 5 ans, on va se remanger Macron. Ça, il ne tient qu'à toi, mon ami. Non, mais factuellement, je te dis. Oui, mais ça, il ne tient qu'à toi. C'est-à-dire? Jusqu'à où tu es prêt pour pas te taper Macron? Jusqu'à où tu penses aller? Parce que tu prends un fusil, je sais pas où tu vas, tu le tues, il y a plus Macron. Non, oui. Oui, non, mais d'accord. Mais là. Oui, mais j'espère bien. Quelle question. À moins qu'il y en a. Ça y est. En fait, on fait une cellule djihadiste là. Ouais. C'est bon. On parlait de sagesse, on parlait d'équilibre. C'est ça. Les 3 barbus, tu sais. On est à Kaboul, on n'est pas à Corté, les mecs. C'est ça. En direct. Calmez-vous un peu. Radio. Non. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que jusqu'où tu es prêt à aller, alors bien sûr, là je prends un exemple débile et volontairement, mais ce que je veux te dire, c'est que du coup, il y a d'autres solutions d'action politique qui sont, certaines légales, d'autres allégales, si on est assez malin, d'autres illégales, si on est plus brut de décoffrage. Certaines d'entre elles sont violentes, certaines d'entre elles sont violentes et illégales, certaines d'entre elles sont violentes contre les institutions, contre les symboles, d'autres sont violentes même contre les personnes, et on en revient aux choses extrêmes, comme je disais tout à l'heure. Mais tu as des mouvements anarchistes, par exemple, pendant le 19e siècle, qui faisaient exploser la maison d'un juge, enfin une bombe devant la maison d'un juge, par exemple, sans qu'il y ait personne dedans. Puis après, tu as des scissions, puis tu as des mouvements anarchistes qui veulent aller tuer des ducs, etc. Donc en fait, ça peut aller très très loin dans l'engagement politique que tu as à résister au pouvoir en place. Maintenant, on est dans une forme de léthargie. Nous, c'est vrai. Hein, c'est-à-dire, effectivement, on a un confort, on a tout un tas de conforts différents. Julien. Oui, tu penses à... Vas-y. Enfin, tu parles de léthargie. Pas tout le monde est dans cet état. Si on prend le cas des gilets jaunes, ils ont essayé de bouger les choses. Carrément. Et ils ont même descendus. Ils ont gagné 18 milliards quand même. Ils ont réussi à piquer 1 fois 10, 1 fois 8. Donc, carrément. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que cette léthargie, on est toujours, tu sais. Il y a Lordon, tu vois, tu me disais Lordon tout à l'heure. Lordon, il a un terme, il parle d'axiomachie. Je sais pas si c'est de lui, je suis pas sûr. C'est le combat au sein d'un groupe pour les valeurs à mettre en place. Et effectivement, cette axiomachie,
elle se déclenche. Tu sais, moi j'ai été super étonné. Tu as vu quand il y a eu les printemps arabes, ce qui a déclenché les printemps arabes, c'est 2 élèves qui se suicident. 2 étudiants d'université qui se foutent en l'air, qui se crament, je crois. C'est ça. Ouais, c'était un mec, ouais, Enfin, c'est molle. C'est ça, hein. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. En Tunisie, hein. En Tunisie, oui. Et en France, là, il y a 2 ans, premier confinement, machin, rien que sur l'année de trucs, il y en avait eu un à Lyon, un à je sais plus où, 2 à énorme. Paris. Et moi, ce qui m'étonnait, c'est presque dans une optique presque chirurgicale. Qu'est-ce qui fait qu'un peuple se soulève? Tu vois? Qu'est-ce qui fait qu'un peuple dit ça suffit? Stop, ouais. Tu vois? Bon, en Tunisie, c'est les gens qui meurent. Ici, c'est oh putain, à la pompe, c'est cher. Tu vois, je vais te dire, bon, c'est pas les mêmes considérations, on dirait. Mais en fait, on peut jamais prévoir. On ne sait jamais. Et en ça, je trouvais le printemps arabe beaucoup plus humain que les gilets jaunes. Même si pour eux, à la fin, c'est les vies qui dépendent de ça, hein, parce que derrière, tu peux plus acheter à bouffer, hein, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu peux plus acheter un stylo du gamin pour qu'il aille à l'école et tout. Bon, donc il y a quand même un truc qui n'est pas rien. Hein, attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais tu te poses la question, qu'est-ce qui va déclencher le combat, l'axiomachie au niveau suivant, tu vois. On va vraiment y aller, on va vraiment gueuler. C'est peut-être la fin, le fait de ne pas pouvoir terminer ces mois décemment, c'est ce qui a un peu poussé, c'est l'inflation tout le temps, c'est l'augmentation des prix. Mais c'est aussi l'arme du capital. C'est Marx qui parle de l'armée de réserve tenue par l'aiguillon de la faim. C'est-à-dire, ils ont faim, donc ils sont prêts à une certaine docilité pour manger. À quel moment tu franchis ce cap? Il y a, dans le traité théologico-politique de Spinoza, il y a une formule, alors que j'avais repris à mon compte dans un gribouillis à moi, et que j'avais reformulé un petit peu, mais il y a ce truc où est-ce qu'en gros, il montre que les lois, si tu veux, c'est toujours de la morale retranscrit en langage sacré. C'est-à-dire, t'as de la morale, qui est sacrée, chrétienne, etc., etc., et tout d'un coup, cette morale, en passant par la loi, s'applique à tous, indépendamment de la religion. Tu vois? C'est-à-dire que tu sois chrétien ou machin ou bidule, ou sataniste ou ce que tu veux, eh ben, au bout d'un moment, tu peux pas te garer en double fil là-bas. Qu'est-ce que je te dis? Donc ça devient sacré pour tout le monde. Et si c'est ne pas tuer, et si c'est ne pas divorcer, et si c'est divorcer, et si tu veux, les gens qui mettent en place, moi je pense que c'est ça aujourd'hui le problème qui emmène notamment aux Gilets jaunes, c'est que tu as une domination qui a accès aux lois, donc à la morale sacralisée pour tous, tu vois, à la morale consacrée, tu vois, d'une certaine manière, par le législatif, et eux ont des pratiques qui sont les leurs, qui sont celles de leur classe sociale, la classe bourgeoise. Il y a 20 ans, l'optimisation fiscale, ça n'existait pas. Puis, à force de faire de l'évasion, on va prendre une pratique et on va progressivement la rendre un petit peu plus possible. Et puis, si on fait trop de conneries, il y a une peine plafond. Tu vois, contrairement au petit délit où il y a une peine plancher. Tu vois, le vice. Bon. Donc, il y a ce truc-là eux placent leur morale, consacrent leur morale, qui est loin des us du général. Et quand cet écart est trop grand entre les pratiques culturelles, les us culturels d'un corps social et de celui qui fait les lois, parce que forcément il retranscrit sa vision raciste et néolibérale dans les lois, à partir de là, quand il y a trop d'écart, c'est à ce moment-là qu'il y a la bagarre. J'ai l'impression. Tant qu'ils feront pas des lois qui iront dans le sens de ce que les gens font, et tant qu'ils resteront loin des gens et s'en rendront pas compte, il va y avoir de la bagarre. Et plus l'écart sera grand, plus il y aura des risques de bagarre, de gilets jaunes, de machin. Tu vois ce que je veux dire? C'est profond, c'est intéressant ce que tu dis. Merci. Ça nous fait voyager. C'est du matérialisme. Hein? C'est du matérialisme. Alors je crois qu'on arrive doucement à la fin. Ok. Un dernier truc. Combien de temps il reste là? Combien tu as de temps, toi, tu as écrit là? 1h06, ouais, c'est bon, on est à la fin. Très chers amis, un dernier mot à dire. Mounim, tu as pas le droit d'appeler à voter Marine Le Pen. Hein. Non, franchement, dernier mot. Non, mais tu m'as trop chauffé avec Macron. Tu m'as dégoûté. Non, mais après. Non, mais regarde, Tu peux même pas imaginer comme je ne le porte pas dans mon cœur. Je t'assure. Hein.
Il fallait trouver une autre solution. Je suis désolé. Ah, c'était au premier tour, ça. Non, bon courage à tous ceux qui vont se taper Macron pendant 5 ans. Ouais. Pourquoi tu comptes Moi, je comptes esquiver. Non, mais moi, je vais esquiver, oui, bien sûr. Hormis, si je me dis, en fait, je m'adapte, j'attends pas que le système fasse des choses pour améliorer mon quotidien. Il ne faut pas tout attendre. Voilà, tu vois. Du coup, j'utilise, non, mais, je crois il y a que Kennedy qui dit ça. Ah, Qu'est-ce que toi tu fais non, pour mais, l'État? ouais, voilà. Oui, c'est ça. Non, mais même pas ça. Moi, C'est renverser j'utilise, le truc, voilà, c'est macroniste, là, pour j'utilise le le coup. système, Bah, tu vois, tu es plus macroniste que ce que tu pensais. Non, mais c'est pas ça. J'utilise le système, bien qu'il ait des défauts. En fait, ce que je veux dire, je vais pas attendre les élections pour voter pour quelqu'un pour que ça change ma vie. Ouais. Je fais tout en sorte, je fais de ma vie, ou dans ma vie, j'avance, du moins, Mhm. pour faire en sorte de ne pas dépendre de ces gens-là. Acteur de ta Du propre système, et voilà. vie. Mm. Tu vois. Ouais, bon, c'est compliqué tant que t'as la sécu et tout, c'est chaud, frère. Non, mais après, que si forcément, tu l'as plus, après, la sécu, t'es niqué, évolue, quoi. les choses évoluent, donc faut s'adapter, etc. Mais il y en a qui attendent, par exemple, je sais pas moi, le mec qui va relocaliser des entreprises, des industries dans le nord de la France pour que, enfin, tu vois, pour qu'on ait du boulot. Non, mais je pense Moi, que je prends cet exemple-là. Si je sais qu'il n'y a pas de boulot, si j'habite dans le Nord, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y aura plus d'entreprise, je me casse. J'attends pas que le politique, le député ou je sais pas quoi vienne pour me dire, bon, votez pour moi, il y aura mais des tu vois, entreprises. Tu vois ce que je veux dire ou t'as pas? d'autres options pour se casser. Il y a aller niquer le politique entre guillemets, et puis faire en sorte que l'usine elle ferme pas en fait. Ça s'appelle une manifestation, ça s'appelle une occupation. Ouais, non, mais Regarde ce qui s'était passé à Compiègne, là. Où est-ce qu'ils avaient commencé à machin, et puis tout d'un coup, ils sont allés, ils disaient non, les politiques, ils disaient, oui, bah les couilles. Ils sont allés, ils ont occupé la sous-préfecture de Compiègne. En 6 heures, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Intersyndical, tout ce qu'ils voulaient. C'était quoi? C'était Continental à l'époque? C'était je sais plus quel truc de pneus, mais de toute façon, Ouais, c'est toujours un truc les de Conti, pneus. là, donc, ouais. non, Non, mais ils c'est ont pas fait les péter pneus, la préfecture. si c'est pas des pneus, c'est la machine à laver. Mais, enfin, tu vois. Et donc, au final, il y a ce truc de, le responsable syndical finit en garde à vue, il descend à 500 devant le commissariat, c'est bon, on vous le rend. Oui, voilà. Oui, Hein, ça, c'est des donc, il y a modes d'autres- d'action qui font que ça peut Voilà, évoluer. Oui, il y a oui, d'autres oui. choses que partir. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je disais politique, Ah, mais c'est être intéressant. politique. Mais ouais, Être non, c'est vrai, politique. mais ça prendra trop de temps, Julien. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, on finira ça après. Mais je te donnerai, ouais, mais voilà. Je te donnerai de mon temps et de mon Non, énergie non, c'est pas pour, ça, c'est intéressant parce qu'il m'a dit il faut pas partir, mais Non, je dis pas faut pas partir. Je dis il y a des options où est-ce qu'on peut rester proche de sa terre, par exemple si on est attaché à sa terre, à son terroir, enfin je sais pas quelle autre connerie. Certaines personnes C'est pas mon décident cas. voilà, de pas de Tu vois. se mettre en marge de la société de manière volontaire et radicale. Mm. Ils décident de construire se leur battre. propre havre de paix. Ouais, Ouais, voilà, de, aussi. de se battre. Ouais, hein. oui, c'est tout. Ouais, Complètement. Ça, c'est important. Hein. On a un dernier mot. Un dernier mot, dans un premier temps, Bite. non. J'irai pas jusqu'à là. On a fait des progrès depuis le lycée. On en a dit, hein. Non, dans un premier temps, je souhaite te remercier déjà De rien. de nous avoir recueillis. c'est vrai, merci. Mais moi, d'avoir ça monsieur fait un Lévy. moment. Et, Par parenthèse, je veux le dire. Moi, ici, je ne trouve pas de musulmans qui sont assez à l'aise pour venir et me lire un morceau de un verset ou quoi, tu vois. Ça, c'est une grande tristesse. Je ne trouve pas d'autres que moi, ici, je n'ai reçu que des blancs. Ah ouais? Quasiment. Que des petits blancs, comme a dit Boutelja. des petits blancs. Des petits blancs. Et je ne reçois jamais, parce que, tu sais, même ici à Corté, il y a des communes, des Renois et tout, tu vois, qui viennent. Tu sais, aller leur parler, qui me parlent de France-Afrique, de Ouais, ce ouais, que c'est que l'État français qui vient et qui leur fait le français FA, qui les ont, tu vois, depuis machin. Et ils osent pas. Ils disent, non, mais on veut pas de problème, on veut pas de machin. Et tout. À ce point. Ouais, ils ont peur à ce point. Des syndicats Mais- cortenais, ils ont peur. Après, Julien, c'est Tu vois ce que je veux compréhensible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Ah, bien sûr, c'est on vit une compréhensible. époque aussi euh, où tout est amplifié. C'est-à-dire que même moi, voilà, le fait que tu m'invites et que je m'exprime, c'est une responsabilité. Mmh, Surtout quand on parle de religion. mmh. Notre religion nous incite à faire très attention. Mmh. Lorsqu'on a la science, on a le droit de s'exprimer. Mmh. Lorsqu'on n'a pas la science, On s'en lit, remet. on apprend, on questionne, et ensuite on s'exprime. Je vais te dire un truc très simple, hein, et je me permets un petit truc. Vas-y. Il y a des savants
dans notre religion qui étudie toute une vie. Toute une vie. C'est une vie de sacrifice, d'apprentissage. Et lorsqu'on va à leur rencontre pour leur demander, donc leur poser une question, qui touche notre quotidien, qui nous pose problème, on cherche une réponse et ils te disent Dieu est plus savant. Je n'ai pas la réponse à ta question. Et pourtant, il a sacrifié toute sa vie à apprendre sa religion. Et c'est ça. Ça, c'est le travail. C'est être humble. C'est le travail, ce qu'on disait tout à l'heure dans la voiture. C'est humble. C'est exactement ça. C'est le L'humilité, houmous. ouais. L'humilité, Julien. Ça se rappeler qu'on vient de la terre. Exactement. On est de la terre. Et c'est exactement ça. C'est surtout être responsable de ce qu'on va dire. Ça, c'est hyper important. On vit une époque où, voilà, on en parlait en tout début de conversation. Le chroniqueur. Ouais, qui donne à ce qu'on disait. Putain, tu sais que Il a un avis sur tout. J'utilise, tu sais qu'est-ce qui j'utilise sur là-dessus, c'est Bourdieu, il y a une forme, il appelle ça les doxosophes. Non, mais regarde pourquoi. Doxa, tu vois, doxosophe, c'est les savants apparents et les savants de l'apparence. Il a piqué à Socrate, d'ailleurs. Ouais. Il a piqué à Socrate, mais ça marche. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Pascal Pro en rigolant. Mais c'est exactement ce que je veux dire. Ils te font des phrases comme ça, ils te disent, t'assènes des vérités. Et ça rejoint aussi notre discussion sur les institutions et qui sont légitimes à véridier la valeur. Des fois, ce sont des gens. Des fois, c'est une personne qui fait institution. C'est Cyril Hanouna. Exactement. C'est Karl Lagerfeld qui te dit ce qui est beau, bon, maintenant, il dit plus rien. Mais tu vois ce que je veux te dire? Tu as des gens, des fois, qui incarnent l'institution. Ouais. Ils peuvent dire les choses, peuvent dire ça, c'est vrai. Mélenchon aussi. Tu vois, il y a des personnages comme ça qui assènent des vérités, et comme ils les assènent, elles deviennent vraies, quoi. Exactement. C'est répéter 100 fois un mensonge. Mais je dirais pas que Jean-Luc Mélenchon et il devient vérité. Attention. Voilà. Mais après, votez Jean-Luc aux législatives, attention. Non, juste, je voulais rajouter, c'est vrai ce qu'il dit sur la religion, enfin, je pense qu'il va être d'accord, enfin, tout ce qu'on a dit de là, c'est de l'interprétation et du ressenti personnel. Bien sûr. Ouais. Donc peut-être que quelqu'un qui a plus de sens que nous, qui va écouter ça, qui va écouter les versets qu'on a dit, etc., ce que nous on en comprend, il va dire ouais, peut-être qu'on s'est trompé. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Après, c'est ça, c'est l'essence même de la religion, l'interprétation, etc. De toute façon, il y a toujours eu des débats théologiens et des débats, etc. Donc c'était juste ça. On a été prudent. Excuse-moi, Julien. Ouais. On a été prudent. Moi, je t'ai lu des trucs. On s'est contenté de prendre des versets explicites. Exact. Avec des commentaires faits par des savants. On est d'accord. Explicite, c'est-à-dire que l'interprétation est minime. Parce qu'il est très simple. Ne tue pas. Voilà. Exactement. La sagesse est un don divin. Et doué d'intelligence, celui qui s'en rend compte. Bah oui, mais nous, heureusement, on l'a, donc ça va, on se sent. Ouais. Merci encore, Julien. Merci, Julien. Merci Nader, merci Mounim d'être passé. Merci à toi. À très bientôt, chers auditeurs. Merci.